Salut tout le monde, Steve Dubé, fondateur de l'Institut biomécanique de Montréal pour le cours avec l'Institut Neuera. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la périodisation et les méthodes russes pour la force. Donc, un cours qui est généralement très attendu chez beaucoup d'étudiants. La périodisation russe, en fait, date pas de 1980, donc on parle d'une périodisation qui date de quand même il y a quelques années et qui est, à mon avis, une des méthodes les plus efficaces pour le développement de la force. Donc, on appelle ça la périodisation de bloc avancé. On peut avoir une périodisation de bloc de base pour commencer, pour comprendre un peu le principe. Aujourd'hui, vous allez avoir le cours sur la périodisation de bloc qui est un petit peu plus avancé. Comme j'ai déjà dit dans des cours précédents, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre sans problème. Je devrais être capable de répondre à vos questions et ça va me faire plaisir. Donc, sans plus tarder, la périodisation est originaire de la Russie après les Olympiques de 1956. Donc, si on regarde le petit historique ici, 1956, deux facteurs étaient particulièrement en vogue en Russie à ce moment-là. Le gaz, qui est le système d'adaptation général, et la planification à long terme, qui, on remarque ici, un plan sur 5 ans. Donc, d'emblée, j'aimerais vous dire que si vous voulez périodiser un athlète, peu importe c'est quoi le sport, vous allez avoir besoin de minimalement 5 ans pour monter un athlète qui devrait se rendre à des championnats du monde olympiques ou championnats dans un pays ou dans un championnat de calibre international. Ça va prendre un bon 5 ans. Ça ne veut pas dire, par contre, que vous ne devez pas périodiser pour faire des compétitions annuelles. Je vous suggère fortement de le faire dans le but de pratiquer. On va le voir au cours de cette classe, qu'un athlète doit faire plusieurs compétitions par année, dépendant des sports. Bien sûr, en force, en powerlifting, qui est ma spécialité, on me demande souvent combien de compétitions par année un athlète devrait faire. Donc, j'aimerais partir déjà avec ça. C'est une question qui est souvent demandée. Donc, pour les spécialistes de bench press, généralement, vous pouvez monter à 4 compétitions par année. Pour ce qu'on appelle le full power, donc c'est les 3 lifts, squat, bench, deadlift. Généralement, on 2, peut-être 3, dépendant de certains athlètes, mais moi, je vise toujours 2. Et ce qu'on appelle un push-pull, donc bench press et deadlift, on peut en faire 3 à 4 par année. Donc, il ne faut pas oublier que le syndrome d'adaptation, on appelle ça un syndrome, mais en fait, c'est le syndrome d'adaptation générale est très important. Donc, l'athlète que vous allez recevoir doit être capable de s'adapter à multiples situations. Force, endurance-force, endurance-vitesse, vitesse. On doit travailler aussi le système métabolique, qui est une chose qui est très oubliée en force. Ça ne veut pas dire vous embarquer dans une classe de CrossFit. Par contre, ça veut dire de faire un petit peu de conditionnement métabolique. Donc, si vous étiez un entraîneur russe durant cette période, un de vos athlètes avait comme objectif une Olympiade dans 4 ans. Donc, si on regarde tantôt dans l'historique, on parle de 5 ans. On a une préparation de 4 ans. Le syndrome d'adaptation générale, généralement, on l'utilise pour la première année. Et les 4 prochaines années, donc, sont orientées spécifiquement pour le développement de la force. Là, on parle des Olympiques ici, mais on peut parler d'un championnat international aussi. Vous aurez besoin d'un plan qui créera un stress, mais sans imposer de dommages au système. On parle de 2 systèmes, donc neuromusculaire et squelettique. Donc, système neural, il ne faut pas l'endommager, comme j'ai toujours dit à plusieurs gens, à plusieurs reprises. Le système nerveux est une belle machine qui se fatigue rapidement. Puis les dommages peuvent être permanents si on ne prend pas la récupération qu'on doit prendre. Très important. Donc, il s'agit alors de bien stresser le système. Par contre, les informations ne sont pas très claires à ce sujet. Il s'agissait plus d'un effet de culture que de science. À ce moment-là, dans les années 50, fin 50, début 60, on appelait stresser le système. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'on amenait la fatigue neurale de l'athlète à un point tel qu'il s'entraînait en état de fatigue. La théorie allait comme suit. C'est qu'on disait, si on s'entraîne en état de fatigue, on va être beaucoup plus fort. Ce qui a été prouvé quelques années plus tard que c'était faux. On doit toujours s'entraîner dans une condition qui va être optimale et non maximale. Quand on regarde ici ce que les Russes faisaient à ce moment-là, ils étaient dans une dose maximale à chaque fois. On travaille aussi avec des pourcentages en Russie. Donc, le pourcentage qui était utilisé pendant plusieurs années pour créer un stress qui était viable pour le sujet, on parle d'environ 85% du 1RM. Donc, on visait beaucoup plus un certain volume.
Les pratiques du temps auraient exposé qu'un plan sur 4 ans était plus productif qu'un plan à court terme. La tête répondait mieux aux stimuli. Un plan à court terme, par définition, est un plan de 2 ans. Donc, 2 ans, c'est très, très court pour monter un athlète. On augmente la quantité de stress. En bon français, le stress management, donc la gestion du stress versus les résultats étaient pas nécessairement à leur summum. La périodisation de blocs existe car les demandes de perfectionnement dans l'espace sont de plus en plus grandes. Depuis les années 60, les sportifs sont de plus en fait corporellement parlant, anatomiquement parlant, sont beaucoup plus gros, beaucoup plus forts. Neuralement, ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus endurants et la charge de travail elle a augmenté aussi énormément. Donc, la périodisation de blocs nous permet d'utiliser ça beaucoup plus efficacement. Elle a été créée pour briser les plateaux plus rapidement. Souvent, mythe-réalité, réalité-mythe, peu importe comment vous le voyez, c'était, bon, on va briser un plateau, donc si ton squat a plafonné à 200 kg, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler avec une surcharge, on va travailler avec beaucoup plus lourd. Tandis que la périodisation de bloc, elle nous a apporté un phénomène de travail progressif sur 6, 8, 10, 12 semaines pour briser ces plateaux-là avec différents thèmes. J'aime pas vraiment le mot thème, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on va travailler dans un premier bloc, on va travailler sur la puissance. On va travailler sur la vitesse. On va travailler sur la masse musculaire, la réhabilitation. On va travailler sur le développement de la force. Donc, il y a une forme de thématique à chaque bloc. Plus tard, on va voir comment on sépare les blocs aussi. Elle permet de meilleurs résultats, de meilleure récupération. Donc, la clé pour la force, et je l'ai compris à force de travailler avec des powerlifters, n'est pas nécessairement le travail que vous allez faire en salle, puis ce n'est pas nécessairement le repos. C'est d'être capable de conjuguer les deux. Donc, un repos qui suit une récupération. La récupération qui suit le stimuli. Le stimuli qui suit la capacité du sujet. Donc, une meilleure coordination des entraînements. Ce que je veux dire en coordination, c'est que si on fait, exemple, un lundi, un effort maximal, on peut reproduire un effort maximal fort probablement le jeudi. 48 à 72 heures entre 2 journées d'effort maximal était ce que les Russes ont toujours prodigué. Même en date d'aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains entraîneurs russes et c'est exactement la même façon qu'ils travaillent. 48 à 72 heures entre 2 sessions d'effort maximal. Le but est de développer des programmes efficaces. Donc, qu'est-ce qu'un programme efficace? Ça ne veut pas nécessairement dire que efficace est synonyme de maximal. Toujours penser à ça. Quand j'ai des athlètes qui viennent me dire « Ah, j'ai fait des efforts maximaux 3, 4, 5 fois dans ma semaine », à ce moment-là, c'est un indicateur que ça n'a pas été un effort maximal, parce qu'un effort maximal se fait généralement aux 12 à 16 semaines environ. La clé est de démontrer de la créativité et de la constance. Créativité dans le sens qu'il faut être créatif à trouver les sticking points, donc les points morts dans la courbe de force, les groupes musculaires qui ne sont pas activés. Est-ce que j'ai un problème d'activation neurale, un manque de connectivité neurale, ce qui se peut très très bien? Est-ce que j'ai une fatigue musculaire ou j'ai une fatigue neurale? D'être capable de déterminer le type de fatigue. Et la constance, c'est de toujours garder, pour moi, la constance, qu'est-ce que je veux dire dans ici, c'est que je veux essayer d'avoir une constance au niveau des entraînements. Donc, si j'ai un sujet qui s'entraîne 4 fois semaine, va toujours s'entraîner 4. S'il s'entraîne 3, va toujours s'entraîner 3. La constance est importante. La périodisation linéaire, comme on la connaît, donc celle que, par définition, là où le volume et l'intensité se croisent, donc quand on déplace la courbe vers la droite, on descend le volume et on augmente l'intensité. Donc, l'existant depuis plus de 50 ans a atteint ses limites. Je ne peux pas vous dire qu'ici, ce n'est plus bon qu'on devrait jeter ça au vidange. C'est que ce n'est pas nécessairement la meilleure périodisation à faire pour le développement de la force. Car les demandes du sport ont changé énormément depuis les 15-20 dernières années. Donc, depuis les 15 à 20 dernières années, le développement de la force a pris un envol extraordinaire. On est dans un ère où la force est très, très, très populaire et pas juste utilisée pour des concours de powerlifting, de weightlifting, mais utilisée dans plusieurs sports qui sont des dérivés. En CrossFit, on utilise le weightlifting. En strongman, on va utiliser le powerlifting. Les bodybuilders vont utiliser de plus en plus des cycles de force. Donc, la périodisation linéaire, ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, c'est qu'on va utiliser un item, on va le laisser tomber au détriment d'un autre. Ce qui est triste, c'est que ça fonctionnait très, très bien il y a environ une trentaine d'années.
Maintenant, c'est pas que ce n'est plus efficace, mais c'est moins efficace. Voici un tableau avec quoi que je travaille de façon générale. Donc, pour ceux qui désiraient avoir le tableau sous format vide, juste à écrire un Issue Nuera, on pourra vous le fournir. Donc, c'est sur Excel. Ceux qui sont habitués à travailler avec Excel, tout est interchangeable. Donc, vous pouvez modifier en haut ici les phases spécifiques, les calendriers. Donc, ici, c'est un sport que j'ai travaillé très longtemps dans le domaine. Donc, le football américain. Donc, et non le football européen, communément appelé le soccer. Donc, on parle du football américain, ballon ovale. Alors, ici, j'ai ce que je veux explorer, exploiter et développer à travers une année. Donc, explosivité, force maximale, les phases, donc les blocs sont ici. Donc, on peut voir que ma force maximale, quand j'arrive au mois d'avril, donc j'ai un pic qui va se tenir jusqu'au mois de juin environ. Donc, je commence à délaisser tranquillement pour amener ça au minimum pour monter ici vers une phase qui est spécifique en explosivité. Donc, comme vous pouvez voir, phase de préparation, phase de compétition. Donc, la phase de préparation dure généralement de mars pour nous ici en Amérique du Nord. Donc, de mars à septembre. Par la suite, la saison va commencer. Aussi, chose très importante, vous devez toujours commencer, quand vous faites ce type de tableau-là, vous devez toujours commencer avec les tests. Où sont les tests? Donc, au football américain, ça s'appelle des combines. Donc, plusieurs tests qui sont faits sur une période de généralement 1 à 2 journées. Donc, on en a une ici qui est au mois de mars, un au mois de mai et un pendant la saison au mois d'août. Ceci permet de savoir la capacité des joueurs, vérifier si l'entraînement a été fait. Gros tableau, pas très compliqué à remplir, mais beaucoup de travail, très long, et ça vous donne une idée de ce qui va se passer à travers l'année. Beaucoup d'entre vous me disent, oui, mais c'est une périodisation linéaire. Vrai. Pourquoi? Parce que je pars ici et de façon linéaire, je m'en vais à la fin. Par contre, si vous remarquez, j'ai des blocs, j'ai des portions où j'ai beaucoup plus d'intensité, moins d'intensité, plus de volume, moins de volume. Donc, c'est à travailler. Donc, ici, on a l'agilité, puissance anaérobique, tactique, vitesse, endurance. Mes légendes sont ici. Les couleurs, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, bien entendu. C'est sur Excel. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser ce tableau-là si vous le désirez. Il est possible pour moi de vous le fournir à travers mes Issue Nuera. C'est pas nécessaire de travailler absolument avec le tableau pour tous les athlètes. Vous pouvez peut-être regrouper 3-4 athlètes avec le même objectif. Comme ça, c'était des gars de ligne, comme on appelle communément O-line et D-line. Donc, ce sont des gens qui sont à l'offensive ou à la défensive. Donc, le programme était, pas le programme, mais le template, comme on dit. Ça ici, le squelette était relativement pareil. Donc, on pouvait aller chercher un thème. On sait que pendant quelques semaines, on avait beaucoup de force maximale, loin dans la saison. Puis près de la saison, à ce moment-là, on commence tranquillement à travailler beaucoup plus sur l'aspect tactique. L'aspect tactique, en passant, on va en parler un petit peu plus tard, souvent, c'est pas de votre ressort. Donc, c'est le ressort de l'entraîneur de l'équipe ou des entraîneurs de l'équipe. Par contre, il faut le mettre en rang d'importance. Ici, c'est la fiche qui, à mon avis, était la plus payante, je pourrais me dire ça comme ça. Donc, j'ai le nom de mes clients, les dates et les catégories. Qui, en gros, qui fait quoi et quand. Qui, quoi, quand. Ce sont les 3 questions que vous devez toujours vous poser. Alors, j'ai, exemple, client numéro 1 s'appelle Michel. Donc, Michel, il est en phase de préparation générale la semaine du 1er au 7 janvier et par la suite du 8 au 14 janvier. Donc, Michel va partir par la suite en hypertrophie. On a décelé qu'il y a un manque de masse musculaire. L'équipe de football ne veut pas nécessairement le prendre parce qu'il manque un petit peu de poids corporel. Donc, lui, on l'a mis en masse musculaire. Par contre, mon client numéro 3, Jérémy, lui, il est un petit peu trop gras pour la position désirée. Donc, du 15 janvier environ jusqu'au 28 janvier, il va être en phase de perte de gras. Mais si vous remarquez, ils ont un point commun, tout le monde. Ils doivent partir en phase de préparation générale. Donc, on travaille la structure,
on travaille les joints articulaires, on stabilise, on travaille un peu la mobilité et on active le système nerveux avec différents exercices. Et par la suite, on tombe dans des entraînements qui sont un petit peu plus spécifiques. Il s'agit de travailler ici avec la demande et le besoin de chaque client. Pour une équipe de football américain ou c'est aussi bon le soccer, c'est toutes les équipes, c'est quand même un travail qui est énorme. Si vous avez 25 joueurs, donc vous allez avoir ici une liste de 25 clients et vous allez devoir répartir les couleurs différemment pour les 25 clients. Si vous avez 6 clients qui ont à peu près le même type de problème, vous pouvez les regrouper ensemble. C'est un travail colossal qui va vous prendre énormément de temps, donc soyez très, très, très patient. Vous pouvez réutiliser les termes ici. Si vous voulez cette feuille-là, je peux vous l'envoyer aussi sans problème. Je peux laisser les couleurs. Si vous voulez avoir ces termes-là puis les laisser comme ça va me faire plaisir de vous donner ça. Et ici, les clients qui sont inactifs. Donc, pourquoi ils sont inactifs? Moi, je marque toujours la raison. Blessure, ils ont été coupés de l'équipe, soit qu'ils n'ont pas fait l'équipe pour plusieurs raisons, ou tout simplement qu'ils se sont eux-mêmes désistés parce qu'ils ont eu une peur à dernière minute. Donc, tableau très intéressant à faire qui, pour moi, en révèle beaucoup plus que le tableau précédent qui est celui-ci. Poursuivons maintenant avec les facteurs. Et donc, on commence dans le vif du sujet. Donc, les facteurs. La durée des sessions avant de les entraîner. Les sessions d'entraînement, on garde un type de session d'entraînement pendant combien de temps? Les sessions longues apportent un résiduel plus long. Donc, si j'ai une session qui est longue, des sessions de force, qui vont avoir, exemple, 3 semaines, qui est en passant probablement le maximum. On essaie de ne pas dépasser 3 semaines. 3 semaines et demie à 90% et plus. Donc, je devrais avoir un résiduel qui est plus long. Donc, à chaque fois que j'ai une semaine, j'ai un résiduel sur l'autre bloc qui va se transposer de bloc en bloc. Il est faux de dire que si je fais un bloc juste de force, je vais avoir un résiduel qui est encore plus long. C'est faux. N'oubliez pas une chose, qu'est-ce que je vous ai dit au début. Pourquoi que des sessions longues apportent des résiduels longs? C'est le ratio sollicitation-pause. C'est le ratio entre les deux. D'accord? Très, très, très important. Donc, si vous planifiez une session de 3 semaines, vous allez avoir un effet résiduel qui est beaucoup plus long si vous avez une pause. Si vous faites un entraînement de 3 semaines avec 4 sessions d'entraînement par semaine de force, vous allez avoir un résiduel qui est court parce que vous allez fatiguer beaucoup votre système nerveux. Concentration des charges avant d'arrêter les sessions. Entraînement concentré, très concentré, ce qui apporte un résiduel court. Pourquoi? Ici, on veut créer une forme d'état de choc au niveau neural. Donc, le système nerveux va se fatiguer très, très, très rapidement et c'est très difficile de reproduire de session en session. Donc, c'est un résiduel qui est très, très court. Souvent, on va utiliser ça 2 jours avant une compétition, choquer le système nerveux, prendre une journée de repos, puis faire la compétition. En powerlifting, c'était très, très, très commun. Ce qui n'est pas nécessairement suggéré à faire avant de courir un marathon. La durée de la carrière de l'entraînement. Les athlètes expérimentés auront un meilleur résiduel. Prenez 30 secondes pour penser pourquoi qu'un athlète expérimenté aura un meilleur résiduel. Donc, l'athlète expérimenté est capable de bien utiliser les paramètres de son corps, utiliser les signes de son corps et écouter le coach. Ces 3 trucs-là font en sorte que notre athlète expérimenté sait comment dire « OK, là aujourd'hui c'est assez, je prends une journée off, donc je prends une journée où je me retire, puis je prends une journée de repos actif. » Comme on dit dans le jargon du métier, nous ici à Montréal, les jeunes loups veulent toujours se donner et se prouver, ce qui est très très bien. Par contre, c'est très difficile d'avoir un excellent résiduel. La préparation post-cessation, utiliser des entraînements qui favoriseront une meilleure continuité et préviendront l'effet de désentraînement. Ici, il ne s'agit pas d'un athlète qui prend sa retraite, mais on a fait une compétition en décembre. On décide de prendre le mois de janvier en récupération active. Donc, quels seront mes meilleurs types d'entraînement
pour prévenir le désentraînement. Donc, est-ce que c'est de la récupération active? Est-ce que je regarde un template, une forme de travail avec un pourcentage coupé? Donc, au lieu de travailler du 80%, je travaille du 50, 40%. Il s'agit de trouver qu'est-ce qui va faire, en bon français, la meilleure job pour notre client athlète. La plupart du temps, ce que moi j'ai noté, c'est qu'après une compétition, on prenait environ 14 à 16 jours environ. La première semaine, c'était un repos considéré repos actif. Pour moi, le repos actif, c'était simplement, tu fais n'importe quoi, sauf ton sport. Donc, j'avais beaucoup de powerlifters qui s'en allaient en strongman. J'ai eu quelques strongmen, des hommes forts qui s'en allaient en powerlifting, qui est très, très, très faisable aussi. J'ai eu des athlètes de CrossFit qui délaissaient le CrossFit pour aller faire des Spartan Race et vice-versa. Mais on garde une forme d'activité pour prévenir l'effet des entraînements. Et le plus important, cibler les habiletés. Habiletés qui apporteront des changements biomécaniques. C'est super important. Donc, si j'ai un athlète de bench press, ce dernier n'est pas capable de décoller la barre en position basse, pas capable de décoller pour monter, forte chance que j'ai un problème au niveau des triceps. Oui, mais ça va être beaucoup plus les lats, les épaules et le triceps. En contrepartie, j'ai de la difficulté à finir le mouvement. Donc, j'arrive ici, on appelle ça un sticking point, puis il reste quelques pouces à faire pour barrer puis racker notre barre, la remettre dans le rack. À ce moment-là, ici, je travaillerai beaucoup plus mon triceps. Et c'est important de travailler puis de voir qu'est-ce qui fait que mécaniquement, notre client n'est pas capable de terminer un mouvement, partir un mouvement, ou le sticking point est développé à cause de quoi? Manque de force musculaire, manque d'activation neurale, fatigue tout simplement. Les raisons. Par contre, une habileté que j'aime beaucoup travailler, moi j'appelle ça des mouvements fonctionnels. Pour moi, un mouvement fonctionnel est un mouvement qui n'est pas déterminé par un appareil. Donc, où le joint articulaire peut bouger dans les plans sagittal, frontal et transversal, dépendant du mouvement. Donc, si j'ai une habileté à aller chercher, je vais travailler une biomécanique intégrale de mon corps.